Chaleur, sécheresse et orage avec des températures qui se maintiennent autour de 35 degrés. Plusieurs départements restent en vigilance sanitaire. Les très forts orages qui se sont déclenchés hier dans plusieurs régions de France et en Île-de-France n'ont pas permis aux températures de baisser durablement. Premier jour de solde dans la moitié nord du pays. À Paris, c'était la ruée dans les magasins de l'ouverture. Il est vrai qu'avant les départs en vacances, les Français ont voulu faire le plein de bonnes affaires. Nicolas Sarkozy ne mâche pas ses mots, c'est son style et il aime ça. Le ministre de l'Intérieur, invité de ce journal, s'expliquera sur ces formules choc qui suscitent la polémique et au-delà sur les actions qu'il compte mener. 10 mois après la tuerie dans une école de Beslan qui avait causé la mort de 330 personnes, dont 186 enfants, du commando de 31 terroristes, il ne reste qu'un seul survivant, seul accusé aujourd'hui dans le box pour répondre aux questions des maires. C'est une île en baie de Cannes consacrée à la prière et à la méditation. Saint-Honorat, au large de la Croisette, loin des paillettes et du culte de l'apparence, abrite une communauté de moines cisterciens installés depuis plusieurs siècles. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a chaud. Les températures sont restées exceptionnellement élevées, aujourd'hui dépassant les 30 degrés, en dépit des fortes averses d'hier. Le dispositif de veille sanitaire du plan canicule reste d'actualité dans plusieurs départements de l'Est du pays. À Paris, pour le 6e jour consécutif, le seuil de pollution numéro 1 a été dépassé. Enfin, EDF invite les Français à limiter leur consommation d'électricité en rappelant quelques mesures de bon sens, fermer les volets le jour, ventiler la nuit, éviter la climatisation excessive. Le point sur la situation avec Laurenti. C'est l'été. Le soleil caresse Antibes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se laisse faire. À 18 h, le mercure flirte encore avec les 26 degrés. On ne s'est pas attardé à la sortie des bureaux ou de l'école. À Paris non plus. On n'a pas la plage évidemment, mais on a le Trocadéro et ses concours improvisés de t-shirts mouillés. C'est chaud. C'est très chaud même. Sur les terrasses des cafés, impossible de garder une cravate, même pour une simple pause. Non, en fait, on sort de clientèle et voilà, on prend un petit verre et puis on va retourner. Et reprendre sa voiture, éventuellement, cauchemar en perspective pour certains. Comment ça se passe quand on n'a pas de clim? Eh ben, on en chie, on en chie. C'est trop chaud, surtout quand on est gros comme nous. Des températures nettement au-dessus des normales saisonnières, depuis 8 jours. Pas assez cependant pour décaler les horaires de travail sur les chantiers, du coup, il faut s'adapter. Il fait bien chaud, oui. On se rafraîchit comment? Comme on peut, on boit 3 litres d'eau par jour. Alors, les conseils importants en chaleur, ils ont été donnés. C'est s'hydrater, se rafraîchir, les brumisateurs, les ventilateurs et rester dans des endroits frais. Des conseils d'une simplicité telle que les appliquer relèvent du jeu d'enfant. Ces fortes chaleurs ont provoqué hier des orages très spectaculaires, les masses d'air chaud heurtant celles plus fraîches en altitude. À Paris, il est tombé près de 50 litres d'eau au mètre carré par endroit. Explication de ce phénomène avec Laurence Deleur, Gilles Jacquier et Zinedine Berkous. Paris, un soir glacial de novembre? Non. Paris, hier après-midi, 2 jours après le début de l'été. 34 degrés à l'ombre, l'orage éclate. Aucune victime, mais les pompiers interviennent à 500 reprises, notamment pour des inondations de caves. L'eau s'engouffre partout, y compris dans le métro. Hier, il faisait chaud dans tout le pays et pourtant, l'orage n'a éclaté que sur l'Île-de-France et le nord de la région centre. Une température élevée ne suffit pas à déclencher ce phénomène météo. Il faut d'abord une accumulation d'air très chaud en basse couche, c'est-à-dire près du sol. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut suffisamment d'humidité, donc que il y ait suffisamment de vapeur d'eau dans l'air. Et la troisième, qui est très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'air froid en altitude. Plus l'écart de température entre l'altitude et le sol est important, plus l'orage est violent et plus il pleut. L'air chaud, plus léger, monte, se refroidit et forme le nuage. Ces mouvements d'air engendrent une accumulation de charges électriques, positives au sommet, négatives à la base du nuage. Le sol lui est positif. Toutes ces oppositions provoquent une décharge électrique et donc ceci, des éclairs. Cet après-midi, 15 départements du sud-est ont été placés en alerte orange jusqu'à demain matin. Météo France craint des orages violents avec de fortes pluies, de quoi se rafraîchir encore un peu. Ces précipitations n'empêchent pas la sécheresse de s'amplifier. Dans 28 départements, l'usage de l'eau est limité. Le ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, a qualifié la situation d'exceptionnellement difficile pour les agriculteurs. Exemple dans le Vaucluse, où les ressources en eau n'ont jamais été aussi basses. Chacun s'efforce d'économiser au maximum le peu d'eau disponible. Isabelle Stess, Benoît Jourdan et Christophe Larocca.
Ça, c'est la partie de l'ancien potager où on a cultivé un peu des fraisiers, des tomates, des différents légumes, des salades, etc. Il y a quelques années, le jardin de Jean-Pierre était florissant. Il est mort, la sécheresse, il y a juste une petite branche. Mais il est fichu, quoi. Il est fichu. Plus question d'arroser, pour cause de pénurie d'eau. On ne jette jamais l'eau inutilement, c'est-à-dire que dès que dans l'évier, vous voyez, on lave un petit peu quelque chose, eh bien on va le jeter sur les arbres ou sur les fleurs. À Cucuron, dans le Vaucluse, 3 années de sécheresse ont assoiffé les nappes phréatiques. Dans ce quartier alimenté par des forages, on fait des réserves pour passer l'été. On craint qu'il ne se passe ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau ni dans les chasses d'eau, ni dans les douches, ni dans les cuisines, lave-linge, etc. Dans les environs, voici la rivière qui alimente la ville d'Apt. Depuis mai 2004, on a une rivière qui est dans cet état-là, avec quelques passages d'eau aux différents épisodes pluvieux qui sont devenus très rares, puisqu'on accuse un déficit de près de 50% sur une année moyenne. Les fontaines sont à sec. Depuis avril à Apt, il est interdit d'arroser en journée ou de laver sa voiture. Tous les jours, on constate simplement une récession des moyens disponibles pour alimenter en eau potable la ville d'Apt. Chaque litre d'eau qu'on économise, ça servira pour alimenter de plus longtemps toutes les populations. Grands consommateurs d'eau, les fabricants de fruits confits ont dû réduire leurs besoins de 60% en 3 ans. On est obligé de se sensibiliser à ce problème d'eau. Si on ne se sensibilise pas à ce problème d'eau, on est conscient que dans les années à venir, les autorités seront obligées de restreindre les activités, de faire des coupures d'eau. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, même les orages ne suffisent pas à combler le déficit en eau. En tout cas, cette météo exceptionnelle n'a pas empêché acheteurs et acheteuses de se ruer sur les bonnes affaires pour le premier jour des soldes. Pour beaucoup, c'est la période de l'année où on s'offre quelques folies. Et dans la bousculade, les grands magasins et les boutiques de luxe ont parfois été prises d'assaut. Julien Beaumont et Philippe Jasselin. Madame. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Les soldes, ça se mérite. Entrez au compte-gouttes dans les boutiques de luxe, mais avant de faire des affaires, il faut patienter. Ça fait longtemps que vous attendez? Ça fait 1 heure. Pas trop long? C'est très long. Mais bon, ça vaut le coup. Pour repérer les marques qui ont la cote, pas besoin de connaître leur cours en bourse. La longueur de la file d'attente suffit à nous renseigner, mais pour beaucoup les soldes, c'est le rêve enfin accessible. Ça permet d'acheter des trucs qu'on ne peut pas acheter normalement et sans se prendre la tête sur le portefeuille. En temps normal, j'aurais pas les moyens de me payer ça, quoi. Donc je profite pour regarder des choses qui m'intéressent. Voilà. Les soldes, c'est aussi une affaire de spécialistes. Les mieux organisés ont fait leur repérage 1 semaine auparavant. Un impératif, se rendre disponible le jour J. On enchaîne les boutiques, on maximise la journée de RTT qu'on a à disposition. Et puis, quand on sera fatigué, on arrêtera. Et à ce petit jeu-là, certaines ont commencé très tôt. 8 h du matin, ouverture des grands magasins. Ici, 130 000 visiteurs, l'équivalent d'une ville comme Aix-en-Provence, avec un objectif, se faire plaisir. C'est important pour vous les soldes? Pour la lingerie, oui. C'est quelque chose qui coûte assez cher et donc j'en profite. En une journée, 6 millions d'euros ont été dépensés ici. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on vient en couple, pas forcément une bonne idée. On fait d'abord pour moi et après pour lui. Et vous aide, il donne des bons conseils? Non. Pas trop. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'y aller, pas de panique, les soldes vont durer entre 4 et 6 semaines, selon les départements. Après la mort du petit Sid Ahmed Damash, tué dimanche d'une balle dans la cité des 4000 à la Courneuve, 3 des 4 suspects ont été déférés aujourd'hui au parquet de Bobigny. Nicolas Sarkozy s'était rendu lundi dernier à la Courneuve. Il avait alors parlé, je cite, de nettoyer la cité. Il devrait y retourner mercredi. Il nous le confirmera dans quelques instants pour rencontrer les jeunes et poser les bases d'une politique de prévention. Mais revenons à l'enquête. D'après les premiers éléments, l'auteur du tir mortel aurait été identifié. Zindine Boudaoud et Audrey Goutard. À Bobigny, la garde à vue des 3 suspects est terminée. La justice pense savoir lequel d'entre eux est l'auteur du coup de feu mortel. Le scénario du drame commence à se dessiner. On connaît maintenant l'origine du conflit qui oppose depuis longtemps 2 familles de la cité, une aventure amoureuse entre l'un des suspects et la sœur des 2 autres. Dimanche, les 2 camps se croisent, il y a des armes de chaque côté. Au moins 3 coups de feu sont tirés. Une balle perdue atteint mortellement Sidi Ahmed, 11 ans. À la Courneuve, le choc est considérable. Le jour suivant, le ministre de l'Intérieur vient présenter ses condoléances à la famille.
Mais sa démarche est mal perçue par certains habitants du quartier. Parce qu'il y a un mort, voilà. Vous profitez de la misère. Non, vous profitez de la misère des gens alors. Si j'étais pas venu, vous profitez de la si vous parlez comme ça, ça n'ira pas. C'est pas une question de profiter, c'est pas une question de parler comme ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Le ministre promet de vite retrouver les responsables de la mort de l'enfant, mais aussi de rendre le quartier plus sûr. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Nicolas Sarkozy annonce une vaste opération pour le lendemain. Quand les policiers débarquent dans la cité, ils ne font aucune découverte de taille. 3 des protagonistes de la fusillade seront retrouvés 4 jours après le drame. Ce soir, ils ont été déférés au parquet de Bobigny. Le principal suspect nie toujours les faits. Nicolas Sarkozy, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, merci de m'avoir invité. On le voit, il ne vous a pas échappé que votre formule sur le nettoyage a pu choquer. Il y a eu des critiques qui ont été émises un peu partout. Françoise Laborde. À l'Assemblée nationale, les gens des cités. Mais... Oui. Non, juste un mot si vous me permettez. Ça a choqué ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans cette cité. Ça n'a pas choqué les habitants. J'ai passé 2h30 dans cette cité. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit les habitants? Qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'État tolère ce que nous ne tolérions nulle part ailleurs. Alors ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe nettoyer, je le confirme. Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000 des trafics et des trafiquants. C'est que vous maintenez vos termes. Mais bien sûr. Et vous savez ce qui me choque, moi? C'est que des individus soient capables de tirer sur un petit garçon de 11 ans. Et je n'ai pas à trahir de secret. Mais quand on voit le curriculum vitae des gens que nous avons déférés à la justice, j'avais promis qu'on arrêterait les coupables. Nous en avons 3 sur 4. Et je n'arrêterai que quand on aura le 4e. J'avais promis qu'on irait nettoyer la cité. Tous les jours, nous envoyons la police pour obtenir des résultats. Parce que les plus pauvres et les plus démunis de nos compatriotes, ils ont besoin de la sécurité. Mais le fait d'envoyer la police, c'est pas ça sur lequel, effectivement, il y a pu y avoir des critiques. C'est, j'allais dire, l'organisation des choses, le fait d'annoncer à l'avance une descente de police, la venue du raid. Est-ce que c'est un gage d'efficacité? Vous voyez le décalage phénoménal entre ce que disent certains responsables politiques et ce que vivent les Français. Certains responsables politiques, bien au calme et bien au chaud, qui ne connaissent pas les problèmes d'insécurité, sont choqués par une expression que tout le monde emploie et que tout le monde comprend. Moi, je suis choqué par la mort d'un enfant de 11 ans. Et je ne l'accepte pas. Les armes dans la cité, ils en ont retrouvé tous les jours, les policiers qui tous les jours, nous retrouverons des choses, mais ce n'est qu'un début. Et je retournerai la semaine prochaine pour rencontrer les jeunes et pour essayer de mettre les bases d'une politique de sécurité. Alors, vous pourriez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait la dernière fois? Je ne l'ai pas fait pour une raison simple. C'est que je n'ai pas l'intention de dialoguer pour rétablir l'ordre. Je veux qu'on rétablisse l'ordre. Et ensuite, seulement, on dialogue. Pas dans l'inverse. J'ai passé 2h30 là-bas. J'y retournerai. Et la cité des 4000, les habitants doivent le savoir. Ils auront droit à la même sécurité que les autres. C'est mon devoir, je le ferai. Vous voyez, c'est simple. J'essaie de me faire la sécurité comprendre. Et après la prévention. Mais ce sera quoi la prévention? Parce qu'on dit beaucoup, les associations justement de prévention, elles ont moins de moyens qu'avant, etc. Il y a une contradiction dans l'action gouvernementale. Vous savez, la meilleure des préventions, c'est que les voyous qui trafiquent sachent et comprennent qu'enfin maintenant ils vont risquer quelque chose. Pourquoi on n'arrive pas à tenir ces cités? Mais la peur de la répression, la peur de la punition. Comment voulez-vous que des jeunes se lèvent tôt le matin quand ils voient d'autres jeunes de la cité dealer, trafiquer de la drogue et gagner beaucoup plus que quelqu'un qui se lève tôt le matin? Moi je respecte la France qui travaille. Et je n'ai pas l'intention de me laisser impressionner par les professionnels de la pensée unique qui depuis 30 ans décrivent les phénomènes de la violence, restent les bras croisés et abandonne nos compatriotes les plus exposés à des situations intolérables. Donc quand Karl Lang dit qu'il y a une eupénisation des esprits, c'est une formule que vous trouvez totalement déplacée? Alors chaque fois que l'on dit quelque chose de bon sens, on se rapproche de M. Le Pen. J'ai toujours combattu Jean-Marie Le Pen. C'est moi qui ai aboli la double peine. C'est moi qui ai voulu que les musulmans de France aient une instance. C'est moi qui me bats pour la discrimination positive. Et ceux qui ont profité de Jean-Marie Le Pen pendant les 2 septennats de François Mitterrand viennent me donner des leçons aujourd'hui? Alors quand je veux lutter contre la voyoucratie, contre les délinquants, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donner des leçons à tout le monde? Oui, j'ai vu que le récidiviste, c'était moi, à la une d'un journal. Mon Dieu, quand il y a un gosse de 11 ans, que m'a demandé la famille de ce gosse? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Monsieur Sarkozy, arrêtez les coupables. Mais ils m'ont dit une deuxième chose. On en a assez
que dans notre pays, les coupables soient arrêtés et qu'ils ne soient pas punis. Mais là, vous avez une obligation de résultat, en l'occurrence. Vous vous êtes engagé. Mais Françoise Laborde, j'ai une obligation de résultat là et ailleurs. Pourquoi ai-je été nommé ministre de l'Intérieur? Pour commenter les phénomènes ou pour les combattre? Je les combattrai. Et par ailleurs, une des leçons du 29 mai, je veux le dire très simplement, c'est que les Français ne supportent plus d'avoir une classe politique qui emploie des mots que personne ne comprend. Il y a un trop grand décalage entre ce que vivent les Français et ce que nous disons. Alors, vous avez aussi secoué la magistrature, si je puis dire, lorsque vous avez appris que... rien secoué du tout. Un peu quand même. Je rappelle les faits. Le meurtrier d'une jeune femme, Nelly Crémel, tué d'une balle dans la tête alors qu'elle faisait son jogging à la Ferté-sous-Jouarre. Ce meurtrier présumé donc était un criminel déjà condamné à la réclusion à perpétuité et qui avait bénéficié d'une libération anticipée. Vous avez dit alors que le juge d'application des peines devrait payer pour sa faute. Et voici les réactions suscitées par vos propos, Caroline Gauthier et Philippe Jasselin. Le juge mis en cause par Nicolas Sarkozy le voici, Alain Hahn, en poste au tribunal de grande instance de Colmar. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Si le magistrat n'a pas souhaité nous répondre, il réplique ce matin par voie de presse aux propos du ministre de l'Intérieur. C'est de la démagogie, dit-il. Monsieur Sarkozy ferait bien de réviser son code de procédure pénale. Ce ton est aujourd'hui celui de l'ensemble des magistrats et en premier lieu le Conseil supérieur de la magistrature. Cette institution est notamment chargée de sanctionner les juges. Le CSM s'alarme de telles déclarations. Nous sommes inquiets des propos du ministre de l'Intérieur qui ne sont pas respectueux du principe de séparation des pouvoirs et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'est passé puisque ce n'est pas une décision qui a été prise par un juge, c'est une décision qui a été prise par 3 magistrats sur avis conforme de l'administration pénitentiaire, du psychiatre et de tous les intervenants. Face à l'émotion suscitée par les propos de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ne pouvait rester silencieux. Recadrage ce matin avec ce rappel sous forme de communiqué. Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et le respect de l'indépendance de la justice sont intangibles et essentiels à l'équilibre et au bon fonctionnement de nos institutions. J'en suis le garant. De son côté, Dominique de Villepin rejoint le CSM, mais entrouvre une porte à son ministre de l'Intérieur. La loi a été appliquée. Néanmoins, et c'est ça l'esprit de responsabilité, il faut s'interroger aujourd'hui sur la loi elle-même. Et c'est pour cela que j'ai demandé au garde des Sceaux de bien vouloir très rapidement étudier un projet de loi. Nous avons tous les éléments aujourd'hui pour le faire, de façon à prendre en compte les impératifs de la liberté conditionnelle. Qualifié de populiste par la gauche et une partie de la droite, Nicolas Sarkozy provoque non seulement l'ire des magistrats, mais pose aussi problème au reste de l'exécutif. Alors Nicolas Sarkozy, à la lumière des faits, cette remise en liberté était effectivement une erreur, mais il fallait parler de faute parce que la procédure a été respectée. Mais alors, revenons aux faits si vous voulez. J'ai été à l'enterrement de Madame Crémel. Oui. Il y avait à côté du cercueil sa fille de 12 ans et son mari, d'une dignité remarquable. Je suis représentant de l'État. Comment vous dites à ce père et à cette petite fille que l'État a laissé un criminel condamné par une cour d'assises souveraine à la perpétuité parce qu'il avait déjà assassiné. 13 ans après, ce monsieur est libéré. Et on me dit, monsieur Sarkozy, la loi est appliquée, il n'y a pas de problème. Il est libéré. Et il assassine une jeune femme pour 20 € dans des conditions d'une sauvagerie inacceptable. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je dis à ces gens? La loi est mauvaise. La loi, alors il faut la changer. Et combien de temps va-t-on tolérer qu'un individu condamné à la perpétuité parce qu'il a tué ressort 13 ans après pour retuer? Alors je demande plusieurs choses. La première, c'est que les conditions de l'application des peines, eh bien il n'y ait pas que des magistrats qui décident. Il y en a 3 normalement, il y a une collégialité. Parfait. Eh bien au lieu de décider entre eux, je propose une chose, qui est désormais systématiquement un représentant des victimes et des associations de victimes. Mais pas des victimes directes. Non, des associations de victimes. Après tout, Madame Laborde, les victimes ont peut-être leur mot à dire lorsqu'on relâche des assassins, des criminels ou des délinquants. La deuxième chose que je voudrais dire... Est-ce que ça ne risque pas d'entacher la sérénité de la justice qui doit prendre un peu de recul par rapport... Mais je vous rappelle que ce qui est choquant, c'est qu'une femme ait été assassinée par un récidiviste. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas autre chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que les multirécidivistes maintenant, ça suffit. Il faut prendre des mesures pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent enfin. Et je demande qu'il n'y ait plus de sursis lorsqu'il s'agit d'un multirécidiviste,
qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine lorsqu'il s'agit d'un multirécidiviste. C'est-à-dire qu'ils effectuent leur peine jusqu'au bout. Exactement, et qu'il y ait comparution immédiate quand il y a un multirécidiviste. Parce que les policiers et les gendarmes, vous savez, ils en ont assez de courir pour arrêter les mêmes qui recommencent. Et puis il y a une troisième chose, qui est le problème difficile de la responsabilité. Et j'aimerais qu'on y réfléchisse calmement. La responsabilité des magistrats, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr. Parce que là, j'ai vu beaucoup de décisions et de déclarations corporatistes. Quand un médecin vous opère et qu'il commet une erreur d'appréciation, on va voir le juge. Il est traîné devant les tribunaux et il est condamné. Quand un homme politique se trompe, il est condamné. Quand un Français se trompe dans sa déclaration sans intention, il doit payer les conséquences. Je voudrais poser calmement la question. Est-ce qu'il peut exister un pouvoir, le pouvoir des juges, sans responsabilité? L'un d'entre eux a dit quelque chose de formidable, de très intéressant, M. Bilger. La responsabilité, ce n'est pas une malédiction, c'est une chance. Alors j'ai voulu poser le problème. Parce qu'une erreur d'appréciation qui conduit à un meurtre, qui conduit à une famille dans le désastre le plus total, qu'est-ce qui est choquant? Que je pose cette question ou que cette femme ait été assassinée? C'est peut-être pas la bonne formule. Pardon? La faute n'est pas une bonne formule? Non, mais parce qu'une décision qui conduit à ce qu'une femme qui fait son jogging est assassinée, vous appelez ça simplement une faute? J'appelle ça un drame qui doit nous appeler à réagir et pour une fois à agir. Alors revenons sur la responsabilité des magistrats. Vous dites qu'en effet on doit réfléchir. Ça veut dire quoi? Qu'il faut mettre des instances, que vous allez travailler là-dessus avec Pascal Clément, parce qu'après tout c'est lui le garde des Sceaux. Comment vous envisagez les choses? Ça veut dire qu'au moins il faut poser le problème et réfléchir à la question. Alors on me dit que je mets en cause l'indépendance de la justice. Oui. Mais c'est une plaisanterie. J'ai mis en cause quelle indépendance? Je dis simplement que quand on se trompe au point où se sont trompés ces trois magistrats, ça peut arriver. Mais il faut quoi? Que le Conseil supérieur de la magistrature prenne des sanctions? Quand vous pensez que la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature s'interdit de donner des sanctions sur une erreur d'appréciation des juges. Alors regardez, Françoise Laborde, dans votre journal, il y a quelques mois on a parlé d'Outreau, où des gens ont fait 3 ans de prison pour rien. Dans votre journal, on a parlé de l'affaire, pardon pour Dominique Baudis, il n'y était pour rien. Où on a brisé des vies, parce que 2 prostituées ont fait des déclarations invraisemblables. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, dans le divorce qui existe entre la justice et les Français, qui est réel, il y a aussi le sentiment que le Français de base est responsable, et que le Français qui n'est pas de base n'est pas responsable. Et je voudrais te poser une question aux Français qui nous regardent. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique de poser des vraies questions? De lancer ce débat. De lancer ce débat. Et le scandale, est-ce qu'il vient de la part de celui qui lance un vrai débat ou de ceux qui se sont trompés au point de se trouver devant la catastrophe auquel nous sommes confrontés? Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que j'ai été heureux que le président de la République annonce 2 décisions importantes, qu'on revoie les conditions d'application des peines et qu'on travaille d'arrache-pied pour trouver une solution sur les multirécidivistes. Vous voyez, j'ai voulu qu'on agisse, le gouvernement décide d'agir, alors les professionnels de la pensée unique, tous ceux qui parlent sans rien faire depuis si longtemps, eh bien aujourd'hui ils doivent s'inquiéter parce qu'on a décidé d'agir. Merci Nicolas Sarkozy. Merci de m'avoir invité, au contraire. Bonne soirée. Merci. Dans la préparation du budget maintenant, le gouvernement s'oriente vers une réduction moins importante que prévue des postes de fonctionnaires de l'État. C'est essentiellement au ministère des Finances et dans l'Éducation nationale que les départs en retraite ne seront pas renouvelés, ce qui portera à 5 000 la baisse des effectifs. Explication Agnès Molini. Policiers, agents des impôts, salariés des ministères ou professeurs, le nombre de fonctionnaires d'État devrait être de l'ordre de 2 348 000 en 2006. Par rapport à cette année, ce sont 5 000 postes à peu près qui devraient être supprimés, contre 7 000 en 2005 et 4 500 en 2004. La réduction des effectifs dans la fonction publique d'État devrait donc continuer, mais dans une moindre mesure que ce qui était prévu par Jean-Pierre Raffarin. Les 2 ministères les plus concernés seront celui des Finances, avec 2 000 postes non budgétés, et le ministère de l'Éducation nationale, avec 2 500 emplois en moins. En revanche, 3 000 postes devraient être créés dans la recherche, 1 000 en laboratoire, 2 000 à l'université. Des chiffres encore non définitifs, les lettres fixant le plafond des dépenses pour chaque ministère devraient être envoyées ce week-end. Dominique de Villepin, le Premier ministre, était aujourd'hui dans les Ardennes avec Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Il a rappelé que le nouveau type de contrat première embauche, incluant une durée d'essai de 2 ans, pourrait être étendu aux entreprises de 20 salariés. Et il a précisé qu'il y aurait pour le salarié une véritable rémunération
et une véritable garantie. Il a également rappelé qu'il ne voulait pas remettre en cause le droit du travail. Parmi les dispositions prévues par Dominique de Villepin pour lutter contre le chômage, certaines mesures concernent les seniors, en permettant notamment de cumuler sa retraite avec le maintien d'une activité partielle. Des dispositions qui sont déjà en application au Danemark, où les seniors sont incités à rester le plus longtemps possible en activité pour financer les retraites futures. Reportage Vincent Fourcade et José Boulestex. C'est l'une des toutes dernières recrues du zoo de Copenhague. Kay, 56 ans, a rejoint l'équipe technique il y a 2 mois, après 3 ans de chômage. C'est bon de se lever tous les jours le matin, de ne plus être dépendant de l'aide du gouvernement. Vous êtes plus fier quand vous gagnez votre propre argent. Embaucher les seniors, au zoo de Copenhague, cela semble évident. Une priorité ici, mélanger les générations. Et ce sont même les pensionnaires qui ont donné l'exemple. Vous avez les antilopes là-bas, vous avez un groupe, et c'est important d'avoir à la fois des bêtes âgées et des plus jeunes. Vous devez avoir tous les âges si vous voulez que le groupe fonctionne. Mais au Danemark, difficile de retrouver un emploi passé 55 ans. 10% des seniors sont au chômage, 2 fois plus que la moyenne nationale. Et le Danemark tente d'inverser la tendance, car il n'y aura bientôt plus assez de monde au travail. Concrètement, aujourd'hui, il y a assez d'actifs pour financer les retraites, mais dans quelques années, ce ne sera plus le cas. Aujourd'hui, il y a 3 actifs pour 2 retraités, et demain, si rien n'est fait, ce sera l'inverse. Et pour trouver du travail aux seniors, le Danemark mise beaucoup sur les seniors eux-mêmes, priés de se regrouper en associations locales. L'État couvre tous les frais et les chômeurs, eux, font à tour de rôle le travail d'une agence pour l'emploi. On appelle les sociétés pour essayer de décrocher un rendez-vous et pour expliquer quelles sont nos différentes expériences. Et voilà. Des seniors très efficaces. Sur les 65 membres que comptait ce groupe, la moitié a retrouvé un emploi l'an passé et compte bien le conserver jusqu'à l'âge légal du départ en retraite, 65 ans au Danemark. 6 mois après le tsunami qui a ravagé l'Indonésie, la Thaïlande et une partie du Sri Lanka et qui a causé la mort de 225 000 personnes, dont 95 Français, la procédure d'identification des victimes reste difficile. 2000 corps n'ont toujours pas été identifiés. C'est cette tragédie que vivent 27 familles françaises qui restent dans l'attente du rapatriement de leurs proches. Jacques Cardoz et Dominique Bonnet. De sa fille, pas le moindre indice. Depuis 6 mois, Elisabeth Zana attend toujours qu'on lui annonce avoir retrouvé le corps de Natacha, disparu en Thaïlande. Je trouve ça quand même très très dur, si vous voulez, parce qu'on passe par des moments en se disant, bon, ils vont nous appeler pour nous dire que ça fait quand même 6 mois. 6 mois, c'est très long, c'est très très long. Natacha travaillait au sein d'une association de défense des orques et des dauphins. Le 25, elle envoie un SMS à sa mère. Elle venait de plonger pour la première fois de sa vie au large de Koh Phi Phi. Sur cette île, où les secours et les recherches ont tant tardé dès le lendemain. Les autorités n'ont pu retrouver que les effets personnels. Lors de la réunion qui a eu lieu au mois de mars, quelqu'un est venu me donner une pochette avec des documents ayant appartenu à Natacha, mais ne me disant rien du tout, ni où ils avaient été retrouvés, ni rien du tout. La petite pochette, j'ai signé, et ce n'est qu'après que j'ai ouvert pour trouver ce qu'il y avait dedans. Un sentiment d'abandon que connaissent toutes les familles de victimes, tant le processus d'identification est long. À ce jour, 27 des 95 victimes françaises n'ont pas été retrouvées, mais environ 2000 corps restent à identifier. 6 mois après la catastrophe, Elisabeth n'a plus beaucoup d'espoir. Elle a adoré la mer. La mer l'a prise. Voilà. Cet été, Elisabeth Zana partira s'installer en Thaïlande, reprendre les activités de sa fille. Une façon de se rapprocher d'elle. Et selon le coordinateur des Nations Unies, la reconstruction des pays dévastés par le tsunami pourrait prendre jusqu'à 10 ans, malgré l'aide fournie par la communauté internationale. Les quelques 11 milliards d'euros fournis ont permis de nourrir les survivants, financer les aides médicales d'urgence, bâtir des abris de fortune. Mais sur place, les diverses organisations humanitaires peinent à coordonner leurs efforts. La concurrence, parfois, l'emporte sur le bon sens. Reportage Philippe Rochaud et Sylvain Giaume. On voit flotter leurs drapeaux sur les ruines des villes dévastées. Plus de 200 associations humanitaires se partagent la détresse des survivants du tsunami. La fabrication de bateaux de pêche est souvent l'une de leurs principales activités.
L'ONG française Acted, par exemple, fait construire une dizaine de bateaux pour des familles de pêcheurs. Il a fallu négocier avec les autorités, mais aussi trouver sa place parmi les autres ONG. Il y avait beaucoup d'ONG, mais ça n'a pas été facile pour nous de trouver notre place parce que comme on avait besoin des autorités pour nous montrer quel était leur plan pour développer la région, on a dû trouver notre place nous-mêmes en coordination avec les autres ONG. Pour plaire aux pêcheurs indonésiens, des ONG étrangères ont préféré envoyer des bateaux comme cette association du Koweït, mais inutilisables ici. La forme du bateau n'est pas adaptée au vent et aux vagues qu'il y a ici. Il bouge trop, il ne peut pas affronter cette mer. Les ONG pourtant se rencontrent régulièrement sous l'autorité des Nations Unies, ou comme ici à l'initiative d'une association de protection de l'environnement qui veut harmoniser l'action des humanitaires pour la reconstruction. Ces organisations ont souvent tendance à travailler dans leur coin, sur leur territoire, ce qui fait que certaines vont par exemple promouvoir un programme de reconstruction en achetant du bois sur le marché local, même si ce bois provient de sources illégales qui contribuent à la dégradation de la forêt. Les ONG démentent bien sûr tout esprit de compétition, mais il est clair qu'elles se stimulent entre elles. Au moment où le pouvoir indonésien vient seulement de voter le budget de la reconstruction, elles ont déjà bien avancé dans leur projet. C'est un procès extrêmement douloureux qui s'est ouvert aujourd'hui en Russie. Sur le banc des accusés, le seul rescapé du commando qui avait pris en otage plus de 1000 personnes dans une école à Beslan. L'assaut avait tourné au bain de sang, 330 morts, dont 186 enfants, 31 terroristes tués. Et il n'en reste qu'un pour répondre aux accusations des maires. Reportage Anne Poncinet et Xavier Luizet. Je te regarde, Nourpachi. Mon fils était un peu plus âgé que toi. Je ne sais pas comment ta mère a pu accoucher de toi. Regarde-moi dans les yeux. Quand vous êtes arrivé ce jour-là, c'était bien l'école, votre objectif? Je ne sais pas. Tu ne sais rien, bien sûr. C'est ainsi à chaque audience. Comme Svetlana qui a perdu son fils unique, les maires de Beslan viennent témoigner, mais aussi interroger l'accusé, ou même les témoins. Convaincus d'être les seuls à vouloir faire éclater une vérité qu'on leur cache. Selon elle, l'accusé ne devrait pas être seul dans le box des accusés. Elle demande des poursuites contre tous les hauts responsables chargés de gérer la crise de Beslan. Ça, c'est mon fils. Le petit garçon est mort, sa grand-mère aussi. À la maison, Zelina est seule. Alors quand il n'y a pas d'audience, elle retrouve les autres mères en deuil à l'association qu'elles ont créée. Je n'ai plus rien à perdre. Il ne me reste personne. Alors je me battrai jusqu'au bout, tant qu'il me restera des forces pour connaître la vérité. Revoir encore et encore les photos des enfants disparus. 8 mois après le drame, la vie reprend son cours à Beslan. La douleur de ces mères gêne. Ici, elles peuvent pleurer tout simplement et Emma, qui a perdu ses 2 fils et son mari, trouve une raison de continuer à vivre. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'opération pour le sauvetage de nos enfants. Ce qui s'est passé, c'est une opération d'extermination des terroristes. Et qui, selon vous, est responsable de cette si mauvaise opération? Le pouvoir. Les maires de Beslan affirment avoir demandé plusieurs fois à Vladimir Poutine de le rencontrer. Si leur requête reste vaine, disent-elles, elles iront à pied au Kremlin pour le voir. En Iran, le second tour de l'élection présidentielle s'est ouvert aujourd'hui. 47 millions d'Iraniens doivent choisir entre un religieux modéré et un ultra-conservateur pour chef de l'État. Et pour la première fois, les résultats sont difficiles à prévoir. Ce soir, il y a eu un report de la fermeture des votes qui resteront ouverts jusqu'à 22h30. Dans le procès Lefort, l'avocat général a requis 13 à 15 ans de prison aujourd'hui. Il s'agit de ce père, François Lefort, jugé depuis le 6 juin pour agression sexuelle et viol sur mineurs. Les jurés se sont retirés en fin d'après-midi pour délibérer. Dominique Verdeillan et Sébastien Lafargue. Une décontraction déconcertante. François Lefort vit peut-être ses derniers instants de liberté si les jurés suivent l'avocat général. Et le prêtre médecin affiche sa bonhomie face aux journalistes. C'est le premier enfant dont je me suis occupé en 1961. Voilà. Étonnant François Lefort. 13 à 15 ans de réclusion criminelle ont été requis, mais l'homme n'envisage pas un seul instant d'essuyer un verdict de culpabilité.
Après j'aurai beaucoup de choses à dire, j'espère. L'image du héros s'est fissurée, insiste l'avocat général. Le Saint-Lefort est tombé, il est le portrait type de l'humanitaire pédophile selon le magistrat. Son innocence est impossible à démontrer, reconnaît sa défense. Le doute doit lui profiter, ne jugez pas sur le coup de l'émotion. Si l'émotion devient telle que l'on ne raisonne plus, il n'y a plus de procès. Donc il m'appartient à moi de dire l'émotion existe, mais il y a aussi des faits. Il y a aussi une réflexion, il y a aussi des points d'interrogation. Ça n'est bien sûr pas du domaine de l'émotion, mais les jurés doivent, parce que c'est la loi, se déterminer d'une façon raisonnable. L'émotion créée par les dépositions des victimes face aux explications laborieuses de l'accusé vont probablement peser lourd au cours du délibéré. François Lefort l'a bien compris. Je suis épuisé, dit-il, je voudrais exprimer ma souffrance. Les derniers mots du prêtre avant la justice des hommes. L'affaire Péchinet, le retour, 17 ans après le délit d'initié qui avait éclaboussé des personnalités très proches du président François Mitterrand. Une nouvelle affaire, Péchinet, pourrait mettre en cause les milieux européens, toujours dans les mêmes circonstances. Bruxelles a déjà fourni une liste de suspects et le pôle financier de Paris a ouvert une information judiciaire. Demain, à l'occasion de la traditionnelle Gay Pride à Paris, les fédérations de professeurs et parents d'élèves défileront pour la première fois. Ils veulent dénoncer l'homophobie qui sévit dans les lycées, un sujet encore tabou. Fanny Auvergne et Delphine Parklinger ont rencontré des enseignants et des élèves victimes de cette discrimination. À 19 ans, Michael est un enfant de la ZEP. Il a déjà changé d'école à 3 reprises. Pourquoi? Pour fuir l'homophobie, les moqueries et les sarcasmes. Et des petites femmes, tarlouses. Quand j'entrais dans un vestiaire, on me disait « Est-ce que tu t'es pas gouré de vestiaire ?» En changeant de lycée pour atterrir finalement dans les quartiers chics, Michael a découvert une autre forme de violence, moins verbale, moins crue, plus insidieuse. Les gens n'osent plus venir vers moi parce que je suis l'homo, ou quand ils acceptent finalement mon homosexualité, ils me définissent que par ça. Je fais de moins en moins attention à ça, mais la solitude est là. Comme Michael, d'autres adolescents ont découvert en même temps leur homosexualité et l'homophobie des autres. Ensemble, ils militent sous la bannière du mouvement d'affirmation des jeunes gays et lesbiennes. Aujourd'hui, ils en appellent à la vigilance des professeurs. Je crois que le plus efficace, ce serait de traiter les insultes homophobes de la même manière que les insultes racistes ou antisémites. À partir du moment où on reprend un élève qui dit sale noir ou sale juif, on doit aussi reprendre un élève qui dit sale pédé. Ce discours a été entendu. La FSU, principale fédération de professeurs et de parents d'élèves, a décidé de réagir. Elle demande à ses 200 000 adhérents de lutter contre l'homophobie en classe et sans tabou. Ne pas laisser passer l'injure, ça commence par ça. Et puis il y a des choses tout à fait concrètes qui peuvent être faites. Par exemple, on peut évoquer cette question dans ses cours. Quand le sujet se prête à ça, ne pas hésiter. Quand on parle d'un auteur homosexuel, il faut le dire. Militants et professeurs espèrent être reçus au plus vite par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, pour qu'à la rentrée prochaine, dans tous les établissements, les règlements intérieurs sanctionnent enfin l'homophobie. À Wimbledon, Amélie Mauresmo s'est qualifiée cet après-midi pour les 8e de finale après sa victoire sur l'américaine Shanae Perry en 2-7, 6-0, 6-2. En revanche, Gaël Monfils est éliminé sèchement par le Croate Mario Ancic en 3-7. 6-3, 6-3, 6-1. Vous voyez alors évidemment là la victoire d'Amélie Mauresmo, suivie par Gaël Monfils face au Croate Mario Ancic. Basket et la victoire du Français des 100, Antonio Spur. Anthony Parker, 23 ans. C'est la deuxième victoire de Parker en NBA, le meilleur championnat de basket du monde. Le Français était déjà détenteur du titre en 2003 avec la même équipe formée à l'INSEP près de Paris. Tony Parker avait été champion d'Europe avec les Bleus en 2000 avant d'entamer une carrière américaine. Forme de dépaysement totalement différente, celui que l'on trouve pas très loin de la Croisette dans Cannes. L'île Saint-Honorat, c'est un peu l'île aux moines. Depuis le 5e siècle, une communauté cistercienne y est installée. Elle se consacre à la prière, à la méditation, au chant liturgique, mais aussi à la culture de la vigne et à l'accueil de quelques candidats à une retraite spirituelle dans un cadre exceptionnel. Jean-Jacques Dufour et Jean Vémelin. Skipper de la Clé de Sol, Alain croise devant l'île Saint-Honorat pratiquement tous les jours.
La nature est reine, hein. Il n'y a aucune habitation, pas de voiture, c'est comme c'était il y a 5000 ans, et à part le monastère, c'est vierge complètement. Hein. C'est paradoxal avec Cannes qui est derrière, qui est une fournaise de films festivals, de congrès, de gens de frimes, de fric. Le fric et la frime, ce n'est pas trop le truc des habitants de l'île. En l'occurrence, une communauté cistercienne de 25 âmes. Une communauté composée d'Italiens, d'Espagnols, enfin pour faire court, d'enfants de Dieu. C'est une caractéristique de la communauté pratiquement depuis l'origine. Au 5e siècle, saint Honorat, qui a fondé le monastère, donc il y a 16 siècles, rassemblait déjà des gens de toute origine. De saint Honorat, je dirais qu'il avait bon goût. Le coin qu'il a dégoté pour méditer est superbe. Je trouve ça magnifique. Vous êtes croyante? Oui, absolument. Très croyante. Et vous êtes venue vous ressourcer? Me ressourcer, et puis surtout pour ma mère, parce que ma mère est sur le départ, elle a 80 ans, et j'avais voulu lui faire plaisir. Et vraiment, c'est pour ma mère que j'ai fait ça. Elle est au paradis ici. Un paradis où l'on peut faire retraite à condition de respecter quelques règles. Il y a deux choses que je demande aux hôtes pour qu'ils puissent vivre un bon moment chez nous. La première chose, c'est le silence. La deuxième chose, c'est les offices. On peut rester plusieurs jours, on peut coucher ici? On peut rester au maximum une semaine chaque année pour faire un peu de roulement, sinon j'aurai toujours la même personne. Et le minimum, je demande 2 nuits, justement pour pouvoir entrer un peu dans l'esprit. Et pour entrer dans l'esprit, dans l'ambiance, il vaut mieux aimer le style monacal. Il n'y a pas de télé, pas de radio. L'important, c'est qu'il n'y a pas exactement ces moyens-là, pas de télé, pas de radio, pour le silence, pour le recueillement. La partie ancienne de l'abbaye, normalement interdite aux retraitants ou aux touristes, nous l'avons visitée en compagnie du père Vladimir. Le père Vladimir qui, dans une autre vie, était médecin généraliste. Ici, vous êtes dans le réfectoire, qui est la pièce où nous mangeons, qui est du XIIIe siècle. Si, comme moi, le mot réfectoire vous donne envie de manger et de boire, sachez qu'ici, on fabrique un excellent pinard. Il y a depuis plusieurs siècles des vignes sur cette île, et depuis une dizaine d'années, nous avons, disons, professionnalisé la culture de la vigne, qui est le travail de la communauté pour produire du vin que nous vendons et qui permet à la communauté de vivre. Une communauté qui, grâce à Dieu, vit loin du bruit et de la fureur. C'est le paradis sur terre, comme a dit une des autres retraitées qui est arrivée en même temps que moi. Si c'est ça, on peut y aller très vite. Hein. On peut y aller très vite. Au paradis, oui. Oui, tout à fait. Si ça ressemble à ça. Tout à fait. Mais donc, veillons à ce que ce ne soit pas trop envahi et qu'on garde toujours le calme et la sérénité sur l'île. Rassurez-vous, madame, les moines veillent et jamais ils ne laisseront les mécréants saccager leur île préservée. Ainsi se termine ce journal. À suivre la météo, Nathalie Riouet qui reviendra en détail sur les risques d'orage. Puis le point route, Valérie Maurice, 20h50 PJ, 0h55 le journal de la nuit, Laurence Piquet. Demain midi, Face à l'image, présenté par Paul Nahon et Bernard Benyamin. À demain, 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.